Salut les aventuriers. Le 22 septembre 1979, un satellite espion détecte l'éclair d'une explosion nucléaire en plein milieu de l'océan Indien. 47 ans plus tard, le dossier reste l'un des mystères les plus occultés de l'ère atomique. C'est l'une des 41 énigmes que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Vous êtes sur Terra Nova, c'est parti. Incident de Vela. Dans le silence absolu de l'océan Indien austral, entre les îles du Prince-Édouard et les confins de l'Antarctique, le satellite Vela 6911 capte un double flash lumineux, brillant quelques millisecondes seulement. C'est la signature thermique universelle d'une détonation nucléaire atmosphérique. Ce capteur est une horloge de précision. Avant cette nuit, il avait identifié, sans jamais une seule erreur, 41 essais nucléaires menés par la France et la Chine. Pour le renseignement américain, le verdict est sans appel. Une bombe de 2 à 4 kilotonnes vient d'exploser. Néanmoins, notre mystère s'épaissit immédiatement, les aventuriers. Dépêchés sur zone pour analyser l'air, l'US Air Force revient bredouille. Mais les preuves indirectes s'accumulent et des scientifiques australiens découvrent des traces d'iode 131, un produit de fission nucléaire directe, dans la thyroïde de mouton en Tasmanie. Puis à Porto Rico, le radiotélescope d'Arecibo enregistre une perturbation ionosphérique compatible avec une détonation dans l'hémisphère sud, tandis que les hydrophones secrets de la marine américaine captent les signaux acoustiques caractéristiques d'une explosion sous-marine, au même endroit. Face à cet écheveau contradictoire, la Maison-Blanche mandate un panel scientifique, dirigé par le Dr Jack Ruina. Et en mai 1980, le coup peu retombe. L'explosion serait un faux signal, provoqué par une micrométéorite ayant percuté le satellite, projetant des débris réfléchissants devant ses capteurs. Une explication que les experts des laboratoires de Los Alamos et de Sandia balayent d'un revers de la main, la jugeant improbable. La piste géopolitique, elle, est bien plus tenace. Car dans les années 1970, l'Afrique du Sud et Israël entretiennent une alliance militaire étroite. Pretoria fournit l'uranium, tandis que Tel Aviv apporte l'expertise. Dieter Gerhardt, un espion soviétique infiltré au sein de la marine sud-africaine, affirmera plus tard qu'une opération navale secrète s'est déroulée précisément là, au moment des faits. Mais près de 5 décennies plus tard, le silence demeure assourdissant. De nombreux documents de la CIA et du département de la défense américaine restent lourdement expurgés. Et plus troublant encore, l'Union soviétique n'a jamais utilisé cet événement comme arme de propagande. Pourquoi ce mutisme soudain de Moscou ? Si l'Afrique du Sud a admis, après 1994, avoir construit 6 bombes nucléaires, elle n'a jamais formellement reconnu cet essai. Quant à Israël, fidèle à sa doctrine d'ambiguïté, elle ne laisse rien filtrer. En fin de compte, l'incident Vela demeure une anomalie historique, coincée entre dénégation politique et preuves techniques irréfutables. Si ce test nucléaire secret a bel et bien eu lieu, le silence persistant des puissances impliquées confirme une chose. Ce fut le premier secret atomique que l'humanité a choisi d'oublier volontairement. Tunguska. Le mardi 30 juin 1908, à 7h14 du matin, la Sibérie centrale tremble. Un cylindre bleu-blanc incandescent, une sorte de second soleil, traverse l'atmosphère du sud vers le nord-ouest, à 70 000 km/h. Puis, c'est le choc soudain. Une explosion titanesque survient en altitude, entre 5 et 10 km du sol, libérant une énergie colossale de 10 à 20 mégatonnes de TNT. À 65 km de l'épicentre, le commerçant Semenov est projeté contre son Porsche et perd connaissance sous le souffle thermique. L'onde de choc est mondiale. Les sismographes de Londres et Washington s'affolent, l'onde atmosphérique boucle 2 fois le globe, et pendant 3 nuits, l'Europe de l'Ouest reste baignée dans une lumière spectrale, les poussières projetées dans la haute atmosphère, reflétant le soleil en pleine nuit. Lorsque Leonid Kulik parvient enfin sur place en 1927, il découvre un spectacle ahurissant. 80 millions d'arbres couchés dans un rayon de 30 km, leur pointe dirigée vers l'extérieur. Pourtant, il n'y a pas de cratère, pas le moindre gouffre, pas le moindre fragment de roche spatiale. Kulik passera des années à fouiller la toundra en vain. Les hypothèses fusent alors. On parle d'une comète de glace sublimée, d'un astéroïde rasant et même d'une éruption de méthane. Puis en 1947, l'écrivain Alexandre Kazantsev ose même la théorie d'un vaisseau spatial à propulsion nucléaire. Une idée qui a fait rire les scientifiques, mais qui, vous vous en doutez, a nourri bien des rêves. En somme, l'événement de la Tunguska demeure l'une des énigmes les plus fascinantes de notre ère. C'est un mystère cosmique qui défie encore, plus d'un siècle après, toute explication scientifique définitive.
pluie rouge du Kerala. Pendant 2 mois, le Kerala était frappé par une pluie d'un rouge sang terrifiant. Ce phénomène inexpliqué était si étrange que, pendant un temps, la science a sérieusement envisagé une origine extraterrestre. Tout commence le 25 juillet 2001, à 6 heures du matin. Dans les districts de Kottayam et d'Idukki, dans le sud de l'Inde, un bang sonique retentissant déchire le silence, suivi d'un flash lumineux intense. Quelques minutes plus tard, le ciel s'ouvre, mais ce qui en tombe n'a rien de l'eau claire des moussons. C'est un liquide d'un rouge sang profond et poisseux qui tache les vêtements de façon permanente et roussit les feuilles des arbres, comme une brûlure chimique. Le phénomène persiste, imprévisible et hautement localisé, durant exactement 60 jours, jusqu'au 23 septembre 2001. Au total, ce sont plus de 50 tonnes de sédiments mystérieux qui se déversent sur les côtes du Kerala. Face à cette anomalie cauchemardesque, je vous le concède, les experts mandatés par le gouvernement indien plongent dans l'inconnu. Les particules ne sont pas de la poussière minérale, mais des cellules biologiques, composées à 50% de carbone et 45% d'oxygène. Le physicien Godfrey Lewis croit même déceler un artefact alien. En effet, ces cellules seraient dépourvues d'ADN et capables de survivre à des températures de 121 degrés Celsius en autoclave. Si des analyses ultérieures ont finalement contredit ces résultats, le doute, lui, s'était déjà profondément enraciné. Mais alors, d'où venaient ces pluies rouges? La conclusion officielle désigne les spores de l'algue Trente polyabietina, un lichen commun au Kerala. Mais comment 50 tonnes de spores, situées d'ordinaire au sol, ont-elles pu être aspirées dans la haute atmosphère, sans qu'aucun événement météorologique ne soit enregistré au moment des faits? Notre mystère s'épaissit encore en 2011, quand de nouvelles pluies rouges frappent le Kerala et le Sri Lanka. Le séquençage ADN identifie cette fois une espèce différente, originaire d'Autriche. Les botanistes concluent alors à une introduction accidentelle par le commerce de bois ou de plantes exotiques, passée inaperçue, jusqu'à ce que la pluie ne la révèle au grand jour. Bref les aventuriers, quelle est votre opinion sur ce dossier? S'agit-il d'un simple caprice de la nature, ou les échos d'un phénomène dont nous n'avons pas encore la clé? Empreinte de Biloxi. Et si Jurassic Park n'était pas seulement une fiction, mais un souvenir enfoui dans la pierre? Imaginez marcher au bord d'une rivière et tomber sur les empreintes gigantesques qui semblent raconter l'impossible. L'homme et le dinosaure marchant côte à côte. Ce n'est pas une scène de cinéma, mais un mystère bien réel, gravé dans le calcaire du Texas. Dans le lit de la rivière Biloxi se cache une formation du Crétacé inférieur, vieille de 113 millions d'années. Des pistes entières d'Acrocanthosaurus et de Sauroposéidon y sont gravées avec une précision quasiment chirurgicale. Mais au milieu de ces sentiers de géants préhistoriques, un détail trouble les esprits depuis plus d'un siècle. Des empreintes d'apparence humaine, sommes croisées ou superposées celles des dinosaures. L'affaire éclate au grand jour dans les années 1930, au cœur de la Grande Dépression. Pour survivre à la misère, des habitants s'improvisent extracteurs de dalles. La famille Adams, notamment, affirme avoir découvert de véritables fossiles de pieds humains, décrivant avec assurance talons, arches et 5 orteils distincts. En 1938, le paléontologue Roland Bird, du Muséum américain d'histoire naturelle, se rend sur place. S'il confirme l'authenticité des pistes de dinosaures, il identifie immédiatement des anomalies troublantes sur les traces supposément humaines. Car ce que son enquête révèle est un mélange de cynisme et d'illusion. D'abord, la fraude pure et simple. Des sculpteurs locaux talentueux admettent avoir gravé au ciseau de fausses empreintes pour les vendre à des touristes ou des laboratoires en quête de sensationnel. Mais il existe une seconde explication, bien plus subtile. Celle de l'érosion. En effet, l'expert Glenn Cuban a montré qu'une grande partie de ces pieds humains sont en réalité des empreintes de dinosaures théropodes, marchant sur leurs talons dans une boue humide. Et avec le temps, l'eau et les sédiments ont effacé les 3 orteils latéraux, ne laissant qu'une forme ovale allongée, saisissante de ressemblance avec un pied humain. Pourquoi alors le mythe a-t-il survécu un siècle durant? Eh bien, en grande partie grâce au mouvement créationniste américain. Voyant à ces marques la preuve que l'homme et le dinosaure ont coexisté, des figures comme Carl Bow ont fondé un musée sur les rives de la Biloxi, ancrant la légende dans les esprits. Cependant, notre affaire connaît un ultime rebondissement. En 2022 et 2023, lors de sécheresses exceptionnelles, des centaines de nouvelles empreintes de dinosaures ont émergé du lit asséché. Parfaitement conservées, elles nous rappellent que la Biloxi est un document géologique vivant, en perpétuelle réécriture. Mapinguari. Dans les recoins les plus sauvages de l'Amazonie, le Mapinguari hante les récits depuis des générations.
Longtemps cantonné au rang de mythe indigène, ce monstre cyclope a basculé dans le champ de l'investigation scientifique à partir des années 1970. À cette époque, l'ouverture des routes transamazoniennes et l'incursion brutale des seringueiros dans une jungle primaire jusque-là vierge provoquent une vague de témoignages. Ce ne sont plus seulement des légendes, mais des dépositions précises. En 1993 et 2001, le biologiste américain David Oren, chercheur au musée Emilio Goeldi de Belheim, publie les conclusions d'années d'enquête. Les récits des témoins, pourtant déconnectés géographiquement, convergent vers des détails troublants. Ils décrivent tous une odeur insoutenable, une sorte de mélange de chair en putréfaction et d'ail sauvage, ainsi qu'une peau cuirassée des empreintes circulaires, suggérant un poids colossal. En outre, la structure osseuse révèle la présence de petits nodules osseux, offrant une protection naturelle contre les balles. La thèse du scientifique est audacieuse, ancrée dans la paléontologie. Le Mapinguari ne serait pas un primate, mais un survivant de l'ère glaciaire, un membre éloigné de la famille des paresseux terrestres géants. Toutefois, un doute persiste. Les échantillons collectés par Oren se sont révélés appartenir à des fourmiliers géants ou à des rongeurs communs, et aucun squelette du spécimen n'a jamais été rapporté. Alors, quel est le vrai visage du Mapinguari ? S'agit-il d'une espèce qui aurait survécu jusqu'au XXe siècle, balayée par la déforestation dans l'indifférent général ? Ou bien d'une légende transmise par les tribus amazoniennes, qui pousse encore les hommes à projeter leur peur sur les ombres de la forêt ? Godzilla de l'Antarctique. Vous connaissez forcément Godzilla, ce monstre iconique du cinéma japonais. Mais saviez-vous que, dans les années 1950, un équipage nippon en expédition a fait une découverte terrifiante dans les eaux glacées de l'Antarctique, rencontrant une créature étrangement similaire. Le 13 février 1958, vers 19h, le brise-glace japonais Soya fend difficilement les eaux de la baie de Lutzoholm. L'équipage est à bout de force, éprouvé par des mois d'isolement polaire et la menace constante des glaces. C'est dans ce climat de tension psychologique que l'inattendu surgit des flots sombres. C'est alors que le capitaine Mitsushi Matsumoto saisit son appareil photo dans l'urgence. L'appareil s'enclenche aussitôt, mais il est trop tard. En 30 secondes, l'étrange créature disparaît sous la surface glacée, emportant avec elle une preuve définitive. Dans son ouvrage Antarctic Transport, publié en 1959, Matsumoto décrit une anatomie paradoxale. Une tête aux traits étranges mêlant le singe à la vache, et surtout, des oreilles curieusement pointues. Le torse, recouvert d'un pelage brun noir long, est surmonté d'une nageoire dorsale dentelée, telle une scie circulaire. Le capitaine baptise l'apparition Nankyoku Godzilla, soit le Godzilla de l'Antarctique. Mais contrairement à ce que vous pensez, l'observation n'est pas le fruit de l'imagination d'un seul homme. Car des officiers de garde, des marins et le biologiste de bord confirment avoir vu la même apparition simultanément. Alors, qu'ont-ils vu les aventuriers ? L'explication scientifique la plus sobre pointe vers la Fata Morgana, un mirage supérieur. En Antarctique, les inversions de température peuvent courber la lumière et déformer radicalement des formes banales. Ainsi, un simple phoque de Weddell ou un groupe de manchots devient, sous l'effet de la réfraction, une créature cauchemardesque. Une autre hypothèse suggère une hallucination collective, fruit de l'épuisement physique et psychologique d'un équipage au bord de la rupture. L'énigme s'est cependant complexifiée avec une révélation récente. L'iconique dessin de la créature, qui illustre le livre du capitaine depuis des décennies, n'est pas de la main de Matsumoto. Il aurait été ajouté par l'éditeur après coup pour dynamiser les ventes de l'ouvrage. Ce qui, entre nous, n'aide pas franchement à crédibiliser l'histoire. Bref, si le récit écrit reste authentique, l'image qu'il incarne pourrait bien être qu'une construction commerciale. Car depuis 1958, malgré l'augmentation massive du trafic maritime et l'usage de sonars de haute précision, aucun marin ni aucune expédition n'a aperçu le Godzilla de l'Antarctique. Dogman. Tout commence par un canular. Un animateur radio invente une créature pour un poisson d'avril. Mais le rire tourne court quand les lignes saturent. Les auditeurs ne plaisantent plus, ils appellent, terrorisés, pour confirmer qu'ils l'ont vu. C'est précisément ce qui est arrivé en avril 1987. Steve Cook, animateur sur la station WTCM-CFM dans le Michigan, diffuse alors The Legend, une chanson satirique qu'il a créée de toutes pièces, en compilant de vieux folklores locaux sur une créature hybride mi-homme, mi-chien, rôdant dans les forêts de l'État. Mais le résultat dépasse tout ce qu'il pouvait imaginer. Des centaines d'auditeurs, en proie à une panique réelle, saturent les standards.
Ils ne cherchent pas à débattre ou à démasquer le canular. Ils ont vu la bête de leurs propres yeux. L'analyse des faits est troublante. La quasi-totalité des témoignages, y compris ceux censés dater de 1887 ou de 1937, n'ont été rapportés qu'après la diffusion de la chanson. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, le phénomène dépasse le cadre du Michigan. En 1989, sur Bray Road, dans le Wisconsin voisin, Lorian Endrissi croise une créature de près de 2,50 m, en train de dévorer la carcasse d'un animal. La journaliste Linda Godfrey popularise alors l'affaire en 1991, et le mythe commence à se nourrir de théories occultes. D'ailleurs, les descriptions des témoins sont saisissantes de cohérence. Ils évoquent une bête capable de charger à quatre pattes à plus de 50 km/h, puis de se redresser instantanément, sur des membres inférieurs anthropomorphes. Les empreintes relevées montrent des coussinets de canidés, mais avec une disposition d'orteils rappelant une main presque préhensile. Néanmoins, l'explication scientifique la plus sobre reste celle d'un ours noir, frappé par une gale sévère et révélant une musculature sombre et inquiétante. En outre, la tradition orale franco-canadienne propose une toute autre grille de lecture. Celle du loup-garou, un châtiment divin pour ceux ayant failli à leurs devoirs religieux. Et d'ailleurs, cela coïncide avec les apparitions du dogman, près des monuments religieux. Il reste pourtant un paradoxe que personne n'a pu résoudre les aventuriers. Comment une chanson satirique, née d'une banale plaisanterie, a-t-elle pu générer des dizaines de témoignages aussi précis et cohérents, rapportant des détails identiques, à des milliers de kilomètres de distance? La fiction a-t-elle réveillé une présence qui dormait depuis longtemps dans les forêts du Michigan? Ou a-t-elle simplement donné un nom et une forme à une peur ancienne, une sorte d'angoisse ancestrale que personne n'osait formuler? En tout cas, la question demeure, et le dogman, lui, semble rôder toujours dans les angles morts de nos certitudes. Vampire de Highgate. Des centaines de riverains armés de pieux et de haches ont pris d'assaut un cimetière victorien pour y traquer un vampire. Ce n'est pas le scénario d'un film d'horreur, c'est un fait historique documenté. Londres, 1969. Dans le nord de la capitale britannique, le cimetière ouest de Highgate est devenu un sanctuaire à l'abandon. La végétation dévore les allées, les cryptes s'effondrent et des cercueils affleurent sous les brèches. Ajoutez à cela une population imprégnée par la terreur gothique des films de Christopher Lee, et le décor était planté pour une hystérie collective. Notre histoire bascule à la fin de l'année 1969. Une patiente âgée signale à la presse avoir vu une silhouette élancée et aux yeux injectés de sang flotter au-dessus du sol à Swains Lane. Puis, le 2 janvier 1970, le Hampstead Highway Express publie la lettre de David Farrant, qui raconte avoir croisé une ombre grise d'au moins 2 mètres dans l'enceinte. La semaine suivante, un autre lecteur, Sean Manchester, s'engouffre dans la brèche. Il se présente comme un chasseur de vampires et affirme que la créature est un mort-vivant d'origine valaque, dormant dans les catacombes depuis le XVIIIe siècle. Bon, j'en conviens, l'histoire est pour le moins saugrenue, mais c'est alors que la machine médiatique se lance. L'attention se porte sur 2 jeunes femmes du quartier, Jacqueline Cooper et Elizabeth Wojtyla, qui disent être harcelées par une entité nocturne. Sean Manchester prétend publiquement avoir examiné leur cou et y avoir découvert des marques de perforation boursouflées, une affirmation fermement démentie par leur médecin. Puis le vendredi 13 mars 1970, ITV diffuse une émission spéciale sur l'affaire. Devant les caméras, Manchester et Farrant promettent de se rendre sur place cette nuit-là pour détruire la créature. C'est à ce moment précis que notre affaire bascule dans l'hystérie collective. À la nuit tombée, des centaines de Londoniens convergent vers Highgate, armés de pieux, de haches et de crucifix. La foule escale les grilles, submerge les policiers. Les journalistes décrivent alors une véritable foule médiévale en vêtements modernes. Les semaines qui suivent sombrent dans l'irrationnel. Les riverains se plaignent de bruits métalliques sourds venant des catacombes, et plusieurs renards sont retrouvés morts, vidés de leur sang. Puis au mois d'août, la police découvre l'effraction d'un caveau familial. Le corps d'une femme décédée depuis un siècle a été extrait, ôté de sa tête et partiellement brûlé. Et comme si cela ne suffisait pas, des résidus de charbon, des gousses d'ail et des symboles ésotériques tracés à la craie jonchent le sol. Les autorités finiront par interpeller David Farrant en flagrant délit, muni d'un crucifix et d'un pieu. Jugé en 1974, il est condamné à 4 ans et 8 mois de prison pour vandalisme et violation de sépulture, bien qu'il ait toujours nié être l'auteur de la profanation d'août 1970. Et bien plus tard, la direction du Hampstead Highgate Express admettra avoir délibérément attiré la frénésie en manipulant les courriers des lecteurs pour combler un vide éditorial. Mais Scotland Yard n'a jamais identifié le profanateur de la crypte.
Les 2 jeunes femmes au cœur du scandale se sont évaporées, vivant sous de fausses identités pour échapper à la curiosité. Enfin, David Farrant est mort en 2019, emportant avec lui sa part de vérité, laissant Shane Manchester, seul gardien de sa propre version des faits. Existence des extraterrestres. C'est sans doute la question la plus vertigineuse que l'humanité puisse se poser. Sommes-nous seuls dans l'univers ? La réponse n'est plus une affaire de croyance ou de science-fiction. C'est aujourd'hui une enquête scientifique qui se joue à l'échelle des galaxies. Partons d'un postulat scientifique, les aventuriers. Notre univers observable abrite au moins 2000 milliards de galaxies. Rien que dans notre Voie lactée, on estime qu'il existe environ 1 milliard de planètes potentiellement habitables. Depuis la découverte de l'exoplanète 51 Pégasi b en 1995, nous avons confirmé l'existence de milliers d'autres mondes, là où les conditions permettent à l'eau liquide de stagner à la surface. Mieux encore, les acides aminés et molécules carbonées, ces briques fondamentales de la vie, sont partout. Elles flottent dans les nuages interstellaires et tapissent le cœur des comètes. Les ingrédients du festin sont disposés sur la table et, pourtant, l'espace demeure étrangement silencieux. Pourtant, il y a eu cette brèche. Le 15 août 1977, le radiotélescope Big Ear aux États-Unis capte une onde radio à bande étroite d'une intensité exceptionnelle. Durant 72 secondes, ce signal résonne avec une précision telle qu'il correspond aux caractéristiques théoriques d'une émission artificielle. Absolument sidéré, Terry Eman entoure la séquence sur son graphique et écrit en marge un seul mot : Waouh! Ce signal ne s'est jamais répété et, près de 50 ans plus tard, aucune cause naturelle n'a pu l'expliquer de manière irréfutable. Bon, face à cette absence de contact, 3 théories majeures tentent de briser le mystère. L'hypothèse de la Terre rare soutient que si les planètes pullulent, la vie complexe exigerait une combinaison de facteurs si prodigieusement précise que notre planète ne serait qu'un accident biologique unique. De son côté, la théorie du grand filtre avance qu'il existerait une barrière évolutive, quasiment impossible à franchir. Soit ce filtre est derrière nous, signifiant que nous avons réussi l'impossible, soit qu'il est devant nous. Dans ce cas précis, toutes les civilisations technologiques finiraient inévitablement par s'autodétruire, avant de pouvoir conquérir les étoiles. Enfin, l'hypothèse du zoo suggère que des civilisations avancées existent, nous observent et choisissent délibérément de nous ignorer, nous laissant évoluer dans un silence imposé. Quoi qu'il en soit, le paradoxe de Fermi reste entier et je n'ai abordé que les principales hypothèses. Je pose désormais la question suivante. Si une telle civilisation extraterrestre existe, pourquoi ne nous a-t-elle jamais contactés ? Chevalier noir. Là-haut, dans le silence infini de l'orbite terrestre, un objet gravite en secret. Pour beaucoup, le Chevalier Noir est une sentinelle extraterrestre, un artefact antique dont les agences spatiales occultent délibérément la présence. Mais que nous cache-t-on réellement ? Tout commence en décembre 1998, lors de la mission STS-88. Alors qu'un navette Endeavour assemble les premiers modules de la Station spatiale internationale, les astronautes immortalisent une forme sombre, anguleuse et asymétrique, flottant dans le vide intersidéral. 5 photographies capturent alors cette masse géométrique, se détachant sur l'azur de notre atmosphère. Le mythe du Chevalier Noir vient de trouver son visage. Mais cette apparition n'est que la pointe émergée d'un iceberg bien plus vaste. Cette légende a littéralement aspiré chaque anomalie spatiale et chaque zone d'ombre pour se bâtir un passé, pièce par pièce. Notre récit puise d'abord ses racines en 1927, lorsque l'ingénieur norvégien Jørgen Hals capte des échos radio revenant avec un délai inexplicable. Des années plus tard, des observateurs ont décidé que ce n'étaient pas des phénomènes naturels, mais les premières tentatives de communication de cette sentinelle. La légende s'étoffe encore en 1973, quand l'astronome Duncan Lunnan analyse ces vieux signaux et croit y déceler une carte stellaire pointant vers l'étoile Epsilon Bootis, telle qu'elle apparaissait il y a 13 000 ans. Pour les croyants, la preuve est toute faite. Le Chevalier Noir nous parle depuis le fond des âges. À cela s'ajoutent les titres de la presse des années 50 et 60, annonçant la détection de satellites inconnus en orbite. Qu'il s'agisse de campagnes marketing pour des ouvrages sur les phénomènes inexpliqués, ou de débris spatiaux aux trajectoires étranges, tous ces éléments ont été fusionnés dans l'imaginaire collectif pour donner corps à un récit unique et terrifiant. Cependant, derrière le fantasme, la réalité scientifique tente de reprendre ses droits. Certains scientifiques avancent que l'objet de 1998 ne serait qu'une simple couverture thermique isolante, perdue lors d'une sortie extravéhiculaire, tandis que le signal intercepté par Hals ne serait que le fruit de phénomènes atmosphériques, encore mal compris. En fin de compte, le Chevalier Noir est une construction artificielle, faite de morceaux choisis.
C'est le cas d'école parfait, de l'appareil de lien à l'échelle de l'humanité. Une volonté farouche de voir une sentinelle artificielle, là où la nature et nos propres déchets spatiaux laissent place à l'imagination. Musique sur la Lune. Derrière la face cachée de la Lune, 3 astronautes entendent l'impossible. Un sifflement strident, une mélodie venue du vide absolu qui, pendant 1 heure, défie toute logique spatiale et transforme le silence de l'espace en une inquiétante symphonie. Nous sommes en mai 1969, à 2 mois seulement du premier pas historique sur notre satellite. La mission Apollo 10 est la répétition générale ultime. Thomas Stratford, John Young et Eugene Cernan descendent à seulement 15 km et 600 mètres de la surface lunaire, sans s'y poser. Tout, absolument tout, doit être parfait. Lorsqu'un vaisseau spatial passe derrière la Lune, la masse rocheuse de l'astre fait écran, bloquant toutes les ondes radio. Les 3 hommes basculent alors dans une zone de silence total, coupée de Houston pendant près d'1 heure à chaque orbite. Rien ne peut venir de la Terre, et rien n'est censé se produire. Et c'est pourtant là, dans ce vide sidéral, qu'un son commence à résonner dans leur casque. C'est un sifflement aigu, modulant, presque mélodique, qui surgit par intermittence pendant plusieurs minutes. That music even sounds outer spacey, doesn't it? You hear that? That whistling sound? Yeah. Woo! Richard. Yeah, it sounds like, outer space type music. Boy, that sure is weird music. Les extraterrestres joueraient-ils un concert sur la face cachée de la Lune? Eh bien, je vais vous décevoir les aventuriers, car l'explication scientifique est limpide. Il s'agit d'une rétroaction radio VHF. En effet, le module lunaire et le modèle de commande possédaient chacun leur propre système de communication. Lorsqu'ils fonctionnaient simultanément à proximité, leur fréquence crée une interférence acoustique que les ingénieurs de la NASA connaissaient bien. Mais restez attentifs les aventuriers, car le mystère refuse de s'éteindre complètement. Si Eugene Cernan a plus tard minimisé l'événement, l'astronaute d'Apollo 15, Hal Worden, a confié dans une émission de Science Channel que ce son était différent des interférences ordinaires. Il insistait sur le fait que les équipages connaissaient parfaitement le bruit des radios classiques et que celui-ci possédait une complexité déroutante. Bon, la physique, sans aucun doute, a sa réponse. Mais au fond de cette face cachée de la Lune, dans ce silence sépulcral, qu'une poignée d'êtres humains a jamais connu, l'explication technique suffit-elle à effacer le frisson de l'inconnu? Odd Radio Circle. Les astronomes viennent de détecter des structures qui défilent en temps. Elles sont là, immenses, silencieuses, et pour la première fois, la science est contrainte de l'admettre. Nous ne savons absolument pas ce qu'elles sont. Tout commence à la fin de l'année 2019. L'astronome Anna Kapinska épluche les premières données brutes du télescope ASCAP, situé dans le désert reculé d'Australie occidentale, là où le ciel est préservé de toute interférence humaine. En parcourant les clichés du ciel austral, elle tombe sur une anomalie saisissante. Une forme circulaire parfaite, fantomatique, flottant dans le vide intergalactique. Son premier réflexe est de soupçonner un bug informatique. Elle crée un dossier pour classer cette bizarrerie et le baptise, non sans humour, WTF pour What is that? Qu'est-ce que c'est que ça? L'astronome Ray Norris reprend le flambeau et fait confirmer l'anomalie par d'autres radiotélescopes à travers le monde. Le phénomène spatial reçoit son nom officiel, les Odd Radio Circle ou cercles radio étranges en français. Ce qui rend ces objets si déconcertants les aventuriers, c'est leur nature même, qui semble réécrire les lois de l'astronomie. D'abord leur échelle. Chaque cercle mesure entre 1 et 3 millions d'années-lumière de diamètre. Ensuite, leur invisibilité sélective. Ces objets émettent massivement dans les ondes radio, mais restent désespérément muets pour tous les autres instruments. Pourtant, au centre géométrique exact de presque tous les cercles, les astronomes discernent une galaxie elliptique massive et très ancienne, située à des milliards d'années-lumière. Le radiotélescope MIRCAT, en Afrique du Sud, a confirmé que ce rayonnement est de type synchrotron, c'est-à-dire qu'il provient d'électrons accélérés à une vitesse proche de celle de la lumière, le long de champs magnétiques intenses. 3 pistes principales sont alors mises sur la table. Un super-vent galactique né d'une explosion de formation d'étoiles, des jets de trous noirs supermassifs vus parfaitement de face, ou encore la fusion de 2 trous noirs, libérant une énergie cataclysmique, se propageant dans le vide. Alors, pourquoi ces galaxies-là, parmi les millions de candidats dans l'univers,
ont-elles déclenché de tels cataclysmes cosmiques? Pour l'heure, les Odd Radio Circles ne sont que des spectres géants, des énigmes qui flottent au-delà de notre portée, et nous rappelant que notre connaissance de l'univers est, au mieux, une simple esquisse. Trou noir primordial. Et si la matière noire était en réalité des trous noirs, nés quelques fractions de secondes après le Big Bang? C'est une hypothèse vertigineuse qui transformerait notre cosmos en un océan de monstres primordiaux, tapis dans l'ombre depuis l'aube des temps. Le 14 septembre 2015, les interféromètres LIGO détectent pour la première fois des ondes gravitationnelles. Le signal révèle la fusion de deux trous noirs d'environ 30 masses solaires chacun. Les astrophysiciens sont stupéfaits. Des étoiles mourantes classiques produisent difficilement des trous noirs de cette masse exacte dans un environnement standard. L'hypothèse est aussitôt formulée. Et si ces trous noirs avaient été formés, non pas par la mort d'une étoile, mais par les effondrements de densité du plasma primordial, du tout début de l'univers? L'enjeu est colossal, les aventuriers. Environ 80% de la matière de l'univers est invisible, c'est la matière noire. Les trous noirs primordiaux ont une masse, n'émettent pas de lumière, et correspondent parfaitement au profil recherché. En somme, la théorie des trous noirs primordiaux nous place à la frontière ultime de la connaissance humaine. Celle où le destin de l'univers tout entier dépend de ces spectres invisibles. Si ces monstres anciens constituent réellement la matière noire, alors nous ne vivons pas dans un cosmos vide, mais dans un océan gravitationnel, dont nous ne commençons qu'à peine à effleurer la nature. La quête pour y débusquer n'est pas seulement une prouesse technique, c'est peut-être la clé qui nous permettra enfin de comprendre de quoi est réellement tissée la trame de notre réalité. Immortalité quantique. Et si la mort n'était qu'une illusion statistique? Et si à chaque fois que votre vie semblait s'arrêter, votre conscience basculait simplement vers une branche du multivers où vous avez survécu? Une réalité où, pour vous, le clic du hasard finit toujours par épargner votre existence, vous condamnant malgré vous à une éternité ininterrompue. En 1957, à Princeton, un jeune doctorant nommé Hugh Everest, troisième du nom, bouleverse la physique. Face à l'interprétation de Copenhague, qui veut que la réalité s'effondre en un seul résultat lors d'une mesure, Everett propose l'impensable. L'univers se divise à chaque interaction, créant une infinité de réalités parallèles. Toutefois, son directeur de thèse le force à édulcorer ses travaux, et une confrontation désastreuse avec Niels Bohr achève de briser Everett. Désabusé, il tourne le dos à la physique théorique pour rejoindre le Pentagone, emportant avec lui une conviction étrange. Celle qui continue d'exister, sous une infinité de formes, dans les branches oubliées du multivers. Des décennies plus tard, cette intuition prend une tournure plus sombre, avec le concept de suicide quantique. Formalisé par le physicien Max Tegmark, le protocole est vertigineux. Il relie une arme à un détecteur de spin de photons. Si le spin est positif, l'arme tire. S'il est négatif, elle ne produit qu'un clic. Pour un observateur extérieur, le sujet meurt inévitablement après quelques essais. Mais qu'en est-il du chercheur enfermé dans la pièce? Si la théorie de Hugh Everest est vraie, sa conscience ne peut habiter que les branches où il vit. Il n'entendrait pour l'éternité que le bruit du clic et ferait l'expérience directe et solitaire de l'immortalité quantique. Sur Internet, et notamment sur Reddit, des milliers de personnes racontent avoir survécu à des accidents impossibles, se réveillant indemnes après des traumatismes mortels, notant parfois des détails infimes qui ont changé à jamais leur réalité. La science classique y voit de la dissociation, ou bien des hallucinations traumatiques. La physique, elle, reste muette, et le paradoxe est total. Cette vérité ne peut être prouvée par personne, et ne peut être vécue que de l'intérieur. Ainsi, sommes-nous les témoins d'une physique qui nous dépasse, ou cherchons-nous à travers ces équations à fuir l'irrévocabilité de notre fin? En tout cas, le mystère demeure. Seul celui qui survit sait, au fond, qu'il ne mourra jamais. Homme vert de Pittsburgh. Dans les années 1950, une rumeur glaçante hante les rues de Pennsylvanie. Le Green Man, un spectre humanoïde à la peau verdâtre, qui rôderait près de Pittsburgh. Pour les adolescents du comté de Beaver, cet être nocturne est une abomination capable de paralyser les moteurs sur son passage. Mais derrière ce croque-mitaine de légende, la réalité est bien plus tragique. Car ce monstre n'est que le fruit d'une macabre méprise. L'entité que tout le monde traque n'est qu'un seul homme, bien réel et profondément meurtri. Raymond Theodore Robinson. Raymond voit son existence basculer le 18 juin 1919. Alors âgé de 8 ans, il grimpe sur le pont d'un tramway à Beaver Falls lorsqu'il touche accidentellement un câble à haute tension.
Le choc est d'une violence inouïe. 22 000 volts traversent son corps. L'arc électrique fond littéralement les traits de son visage, laissant ses orbites vides, son nez effacé par une cavité béante, et ses lèvres détruites à jamais. Amputé de son bras gauche, Raymond porte désormais sur lui les stigmates irréparables de cet accident, condamnant le jeune garçon à une existence hors du monde. Raymond vivait auprès de sa famille, fabriquant durant la journée des paillassons et des ceintures en cuir pour occuper ses mains. Mais la nuit, pour ne pas effrayer les passants, il sortait marcher, avançant à tâtons le long de la route, entre Coppell et Frisco. Parfois, il acceptait de serrer une main ou d'échanger quelques mots, contre une cigarette ou une bière. Mais malheureusement, la curiosité cruelle des jeunes de la région prenait le dessus. Ce qu'ils croyaient voir, et surtout ce qu'ils surinterprétaient, a nourri le mythe. C'est à ce moment précis de l'histoire que vous allez me demander. D'accord, Terra Nova, mais qu'en est-il de cette fameuse peau verdâtre? En fait, il s'agit probablement du résultat de l'infection chronique de ses plaies, ou peut-être le reflet de ses vêtements clairs, frappés par la lumière crue des phares, dans le noir des sous-bois. Mais malgré les agressions répétées, Raymond n'a jamais cessé ses sorties nocturnes. Il s'est éteint paisiblement le 11 juin 1985, à l'âge de 74 ans, dans un centre gériatrique de Hopewell Township. Le Loyon. Pendant une décennie, au cœur de la forêt de Moll, en Suisse, une silhouette au masque à gaz a hanté les promeneurs. Bravant les saisons, ce spectre muet arpentait les sentiers brumeux, jusqu'à devenir un véritable cauchemar pour les habitants. En août 2013, tout bascule quand le quotidien Le Matin s'empare du sujet. La traque médiatique commence alors. Puis au mois de septembre, un promeneur réussit ce que personne n'avait fait. Capturer la seule image connue du personnage, le saisissant sur un sentier forestier. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette image me met profondément mal à l'aise. Bon, la pression monte et 2 mois plus tard, la forêt livre son épilogue. Un promeneur découvre la pèlerine militaire et le masque à gaz, déposé au sol avec une précision maniaque. Il trouve non loin une lettre dactylographiée, intitulée Acte de décès et testament du fantôme de Moll. Le Loyon annonce sa mort métaphorique, reprochant amèrement au journal d'avoir assassiné sa liberté en l'exposant en plein jour. Après ce jour, le mystère est resté total. La piste psychiatrique est souvent évoquée, celle d'une personne souffrant d'une anxiété sociale si dévorante que la combinaison servait de rempart protecteur face au monde. L'hypothèse d'une maladie cutanée, telle une hypersensibilité aux rayons UV, imposant une protection intégrale, reste également plausible. Mais une chose est sûre, les aventuriers, la thèse du canular ne tient pas. Qui pourrait maintenir une telle performance par tous les temps, pendant 10 années interminables, sans jamais réclamer la moindre gloire? Depuis ce 25 septembre 2013, plus personne n'a aperçu la silhouette au masque à gaz, dans les forêts fribourgeoises. Le Loyon s'est-il simplement dépouillé de son costume, pour se fondre parmi les habitants de la Gruyère? Ou a-t-il choisi de disparaître définitivement des sentiers battus? Jérôme de Sandy Cove. Un homme est retrouvé sur une plage de Nouvelle-Écosse, les jambes fraîchement amputées et totalement muet. Seule sa réaction viscérale au mot pirate ou chaîne a laissé entrevoir l'horreur dont il était le dernier témoin. Le 8 septembre 1863, alors que la guerre de sécession fait rage au sud, George Colin Albright, un enfant de 8 ans, arpente le rivage de Sandy Cove, dans la province canadienne de Nouvelle-Écosse. Il découvre alors une silhouette humaine, étrangement adossée à un rocher. C'est un homme adulte, en état d'hypothermie sévère, les 2 jambes amputées net au-dessus du genou. Quelques témoins rapporteront avoir vu, peu de temps avant, une golette inconnue s'approcher de la côte et mettre une chaloupe à l'eau, avant de disparaître en toute hâte. Et lorsqu'on interroge l'inconnu, celui-ci ne peut articuler qu'un son vague, que l'entourage interprète comme Jérôme. C'est alors que l'examen médical livre une vérité troublante. Ces amputations ne sont pas le résultat d'un accident brutal, mais l'œuvre d'un chirurgien qualifié. Paradoxalement, ses mains sont d'une douceur extrême. Il n'a jamais exercé de travail manuel. Ses vêtements étaient méthodiquement dépouillés de tout signe distinctif. Il est évident que quelqu'un a pris un soin infini à effacer toute trace de son identité. Jérôme passera les 49 années suivantes dans un mutisme quasiment total. D'abord accueilli par Jean-Nicolas, puis pris en charge pendant 4 décennies par la famille Como à Saint-Alphonse, il reste une énigme vivante. S'il grogne pour faire fuir les adultes trop curieux, il se montre doux et affable avec les enfants. Mais étrangement, l'homme feint une incompréhension totale. Bon, mais alors, qu'est-il arrivé à cet homme? Depuis, de nombreuses thèses ont été avancées. La plus solide, documentée par l'historien Fraser Mooney Jr. en 2008, suggère qu'il pourrait s'agir d'un immigré italien,
prénommé Gambi. Une hypothèse troublante souligne d'ailleurs que Jérôme ne serait qu'une déformation phonétique de Vérone, sa ville d'origine, un nom que l'inconnu aurait tenté de prononcer alors qu'il était incapable de s'exprimer correctement. Selon cette théorie, l'homme serait tombé à travers la glace en 1859. Amputé des jambes par un médecin local, il serait devenu un fardeau financier pour la municipalité, qui aurait alors soudoyé un capitaine de navire pour l'éloigner du Nouveau-Brunswick. Il aurait finalement été abandonné à Sandy Cove, de l'autre côté de la baie, témoignant de son arrivée mystérieuse. Finalement, Jérôme s'est éteint le 15 avril 1912, le jour même où le Titanic sombrait dans l'Atlantique. Il a choisi d'emporter son secret dans la tombe, laissant derrière lui l'un des naufragés de terre les plus énigmatiques de notre histoire. Peter Bergman. Il est arrivé à Sligo avec des sacs pleins. Il est reparti vers l'éternité les mains vides. Personne, à ce jour, n'a jamais su qui il était. Le vendredi 12 juin 2009, un homme d'une 60aine d'années débarque à la gare routière de Sligo, en Irlande, en provenance de Londonderry. Il rejoint le Sligo City Hotel en taxi et s'enregistre sous le nom de Peter Bergman. Pourtant, l'adresse qu'il indique à Vienne se révèle inexistante. Seul son accent germanique traduit une origine qu'il s'efforce de dissimuler. Pendant 3 jours, le manège de l'homme est d'une méthode implacable. Il sort de l'hôtel à 13 reprises, portant chaque fois un sac plastique violet visiblement lesté, et revient invariablement les mains vides. Puis, le samedi, il achète 10 timbres pour du courrier international, mais aucune lettre ne sera jamais interceptée, et aucun destinataire ne se manifestera. Notre affaire bascule le mardi 16 juin, à 6 heures du matin. Sur la plage de Rosses Point, à 8 km au nord-ouest de la ville, un père et son fils découvrent un corps gisant sur le sable, entièrement dénudé. Vous l'aurez compris, il s'agit du corps de celui qui se faisait appeler Peter Bergman. Néanmoins, dans sa chambre d'hôtel, les enquêteurs ne trouvent que quelques billets, des mouchoirs, de l'aspirine, ainsi que des pansements et un savon. Les étiquettes de chaque vêtement ont été découpées avec une minutie obsessionnelle, comme si l'inconnu avait voulu effacer, jusqu'à la dernière trace de son existence. L'autopsie conclut à une noyade précédée d'un arrêt cardiaque, sans doute provoqué par le choc thermique de l'océan. Mais le rapport médical déterre un mystère plus profond encore. L'homme souffrait d'un cancer de la prostate en phase terminale, avec des métastases osseuses avancées, et ne possédait qu'un seul rein fonctionnel. Les détails physiques auraient pourtant dû permettre de l'identifier en quelques jours. L'homme présente des soins dentaires typiques de l'Europe centrale, et des pieds marqués par une pratique intensive de la danse, ou du sport de haut niveau durant sa jeunesse. Autant de signes distinctifs qui auraient dû lever le voile sur son identité, mais personne n'a jamais réclamé le corps. Pourquoi cet homme a-t-il mis tant de soin à effacer chaque trace de son passage sur Terre? Était-ce par honte, par peur, ou par une volonté farouche de ne laisser derrière lui que le silence? Gazeur fou de Mattoon. À la fin de l'été 1944, une ombre sans visage s'abat sur la petite ville de Mattoon, dans l'Illinois. En quelques secondes, le piège se referme. Les membres se figent, la gorge se noue, et les victimes assistent, terrifiées et totalement paralysées, à la fuite d'une silhouette noire dans la nuit. Le gazeur fou de Mattoon vient de frapper. Tout bascule le 1er septembre. Aline Kearney et sa sœur comptent de l'argent, quand un parfum lourd et chimique envahit la pièce. Rapidement, leurs jambes se dérobent, et l'air commence à manquer. Le lendemain, l'affaire fait la une de la presse locale. La mèche est allumée, Mattoon ne va plus jamais dormir. Car en quelques jours, le phénomène se propage comme un virus. Des dizaines de foyers signalent la même agression, les mêmes vomissements et la même paralysie. La paranoïa s'empare alors de la ville. Les habitants barricadent leurs issues, tandis que des milices citoyennes, armées de fusils de chasse, patrouillent dans les rues sombres. Tout le monde guette le moindre courant d'air, terrifié à l'idée de respirer la mort. Face à cette terreur invisible, la police déploie les grands moyens. Chiens de traque, experts en chimie, enquêteurs d'État, mais la réalité scientifique se heurte à un mur inexplicable. Les chiens perdent systématiquement la piste au bout de quelques mètres, tandis que les analyses des tissus et des sols ne révèlent aucun agent toxique. Plus étrange encore, les paralysies s'effacent en quelques heures, sans laisser la moindre séquelle biologique. Puis à la mi-septembre, après une déclaration publique du chef de la police et un changement de ton de la presse, les attaques tombent à zéro. Le gazeur fou de Mattoon disparaît à jamais, sans laisser un seul indice. Pour les sociologues, le verdict est rationnel. C'est une hystérie collective, une contagion sociale née de l'angoisse de la Seconde Guerre mondiale et amplifiée par des journaux sensationnalistes.
Pour d'autres, il s'agissait de fuites toxiques provenant d'une usine de guerre voisine. Et si derrière cette odeur écœurante, un monstre de l'ombre parvenu à commettre le crime parfait avant de se dissoudre à jamais dans la nuit? En tout cas, une chose est sûre. Qu'il soit né d'un esprit détraqué ou de la paranoïa des citoyens, le gazeur fou a emporté sa vérité dans la tombe. Le mystère reste entier. Agent 355. Le réseau d'espionnage qui a sauvé la Révolution américaine comptait dans ses rangs un agent dont nous ignorons tout. Il ne reste de cette figure spectrale qu'un code gravé dans l'histoire, 355. Nous sommes en 1778. La guerre d'indépendance américaine s'enlise et George Washington, lucide, comprend qu'il ne pourra jamais vaincre la puissance de l'Empire britannique par la force brute. Il autorise alors la création d'une cellule d'espionnage d'élite et ultra secrète, le Culper Spy Ring, supervisé par le major Benjamin Tallmadge. À New York, ville alors sous occupation britannique, la paranoïa est quotidienne. Le moindre faux pas se paye par la potence. Toute l'existence de l'agent 355 repose sur une seule phrase, consignée dans une lettre manuscrite, datée du 15 août 1779. L'espion Abraham Woodhull, écrivant à Washington, explique qu'il se rend à New York pour y recruter une source, précisant, par l'intermédiaire d'une 355 de ma connaissance, qui a toujours été d'une grande utilité pour cette correspondance. Dans le carnet officiel de chiffrement du réseau, le nombre 355 correspond au mot Lady, une dame de la haute société. Mais l'enquête moderne se heurte à des anomalies troublantes. George Washington était un homme d'une précision maniaque. Il tenait des livres de compte d'une rigueur absolue, consignant chaque shilling dépensé pour ses opérations. Or, le code 355 n'apparaît dans aucun registre de paiement. Soit cette femme agissait par pure conviction patriotique, soit son anonymat exigeait des transactions impossibles à tracer. Robert Townsend, l'espion principal de Manhattan, était d'une paranoïa maladive. Il exigeait que son propre nom ne soit jamais révélé, et à sa mort en 1838, il a détruit une grande partie de ses notes. C'est lui qui était le plus proche de cette mystérieuse espionne. Mais alors, qui étaient-elles les aventuriers? Certains pointent du doigt Anna Strong, épouse d'un patriote emprisonné, qui utilise sa corde à linge pour transmettre des signaux aux messagers du réseau. D'autres évoquent une intime du major britannique John André, chef du contre-espionnage. Des recherches récentes suggèrent enfin la piste de femmes noires, libres ou asservies, servant dans les maisons des officiers britanniques. Seulement voilà, dans le code de cette époque, le mot lady désignait strictement une femme blanche de rang élevé. Si l'une de ces femmes était la source, l'utilisation de ce code n'aurait été qu'un subterfuge, une couverture destinée à égarer les services secrets britanniques. Ainsi, l'identité réelle de l'agent 355 demeure l'un des secrets les mieux gardés des États-Unis. A-t-elle été démasquée et exécutée dans l'ombre, ou a-t-elle simplement repris sa vie de privilégiée après la guerre, en portant son rôle dans la tombe? Eh bien, à ce jour, nul ne le sait. Baron Noir. Dans la nuit du 27 au 28 juillet 1988, la police parisienne est submergée d'appels. Des riverains inquiets affirment avoir entendu le vrombissement sourd d'un petit avion, volant à une altitude dangereusement basse. C'est pourtant une zone où le survol est strictement interdit. Paris intramuros est protégé, et aucun appareil n'est autorisé à évoluer sous la barre des 1000 mètres, sans dérogation exceptionnelle. Les nuits passent, et les signalements s'accumulent. La presse s'empare aussitôt du phénomène, les théories s'emballent, et un surnom surgit, frappant l'imaginaire collectif. Le Baron Noir. Une référence que certains d'entre vous doivent connaître, puisqu'elle fait référence au célèbre Baron Rouge de la Première Guerre mondiale, mais aussi à une bande dessinée des années 70. Bref, le 19 août, la préfecture de police perd patience et lance l'opération Vipère. Mais malgré les radars, les patrouilles nocturnes et les moyens technologiques mis en œuvre, le pilote fantôme demeure invisible. Dans les colonnes des journaux, le flou devient total. Les témoins parlent tantôt d'un ULM, tantôt d'un monomoteur, ou même d'une simple maquette télécommandée. Les spéculations vont bon train, évoquant illusion d'optique, coup publicitaire, ou un complot politique visant à humilier l'autorité. C'est alors qu'un nom sort de l'ombre, Albert Maltré. Figure controversée et ancien pilote, Maltré s'est illustré 2 ans plus tôt en se posant sur les Champs-Élysées, pour protester contre son incarcération au Maroc. Pour le public, il ne fait aucun doute, Maltré est le Baron Noir. Le 13 octobre, le pilote passe à l'action au plein jour. Il survole les Champs-Élysées à bord d'un monomoteur et se fait interpeller par les autorités. Il écope d'une amende et d'une interdiction de vol pour 3 années. Notre histoire prend un tournant le 6 septembre 1988, lorsque Maltré se présente sur le plateau de l'émission de Christophe de Chavannes afin de clamer son identité,
puis publie un livre en 1989 afin de détailler ses exploits. Puis en 2015, il réaffirme dans une interview à Ouest France avoir agi pour démontrer la vulnérabilité abyssale de Paris face à une intrusion aérienne. Mais face au manque de preuves formelles, le doute persiste. Le pilote a-t-il vraiment agi seul, ou s'est-il approprié les exploits du Baron Noir afin de forger sa légende? En tout cas, une chose est certaine, les aventuriers. Dans le ciel de Paris en 1988, quelqu'un a réussi l'exploit de défier les radars, la police et le bon sens pendant des semaines. L'imposteur du NASCAR. Il s'est présenté sur la ligne de départ de la course NASCAR la plus rapide du calendrier, avec des chèques en bois, des sponsors imaginaires et une expérience qui s'est résumée à quelques circuits de terre battus. Et contre toute attente, le 2 mai 1982, il a pris le départ. Nous sommes à Talladega, dans l'état d'Alabama, sur le mythique Super Speedway. Un homme surgit dans les paddocks et se présente comme un pilote chevronné de 33 ans et prétend bénéficier du soutien financier de deux légendes de la musique country. Il paye sa licence en liquide et achète une Chevrolet de course au pilote Sterling Martin en signant un chèque promettant de régler le solde après l'épreuve. Le Winston 500 est lancé, propulsant son imposture sur les projecteurs de la télévision américaine. Mais en seulement 13 petits tours, le rêve s'effondre. Le pilote débutant est rattrapé par l'intégralité du peloton. La direction de course, inquiète, lui brandit le drapeau noir pour raison de sécurité. Il rentre au stand, encaisse son chèque de participation, retire sa combinaison, abandonne la voiture endommagée dans le paddock et disparaît soudainement. Vous vous en doutez, les chèques destinés à Goodyear, à NASCAR et aux mécaniciens sont tous en provision. Plus étrange encore, Sterling Marlin se souviendra plus tard que l'homme semblait totalement perdu dans les stands et posait des questions élémentaires qu'aucun pilote professionnel n'aurait dû ignorer. Pendant 40 ans, l'identité du criminel demeure le plus grand mystère du sport automobile américain. Il faudra attendre le mois de mai 2022 pour que l'imposteur soit démasqué. Son vrai nom est Larry Ernest Wright, né en 1949 en Virginie. Loin d'être un pilote de course, il était un simple chauffeur de bus de tournée pour des artistes country. Enfin, en février 2023, les US Marshals finissent par l'arrêter dans le Tennessee pour des délits commis bien loin des circuits automobiles. Larry W. Wright est mort le 27 janvier 2024, à l'âge de 74 ans, emportant dans sa tombe les derniers secrets de sa folle équipée. Il reste cet homme qui, pendant 13 tours, a dupé tout un système, prouvant que parfois, il suffit d'une audace totale pour réaliser ses rêves les plus fous. L'immortel bien-aimé de Beethoven. Dans un tiroir secret, Ludwig van Beethoven dissimulait un trésor de douleur. Une lettre de 10 pages adressée à une femme, dont le nom n'est jamais inscrit. Le 27 mars 1827, au lendemain de la mort du compositeur, ses amis fouillent son cabinet de travail. Ils y découvrent 2 portraits de femmes en miniature, des actions bancaires dissimulées et cette fameuse lettre manuscrite. L'analyse historique situe sa rédaction au 6 et 7 juillet 1812, à Teplitz, en Bohême, alors que Beethoven y séjournait pour soigner ses maux d'estomac. L'Europe est en guerre, les diligences sont lentes et les routes exigent un effort épuisant. Pourtant, dans cette correspondance, l'homme rude et solitaire se révèle d'une vulnérabilité bouleversante. Il y évoque un amour partagé mais impossible, une rencontre récente à Prague et la torture des retards de courrier vers Karlsbad. C'est un indice géographique capital, les aventuriers. La destinataire se trouvait nécessairement à Karlsbad au début du mois de juillet 1812. C'est alors que 2 suspects s'affrontent, chacune portée par des arguments troublants. D'abord Joséphine Brunswick, une aristocrate hongroise que Beethoven avait aimée passionnément, entre 1804 et 1807, une romance immortalisée par 14 lettres enflammées. Au moment des faits, Joséphine vient d'être abandonnée par son mari et décide de se rendre à Prague. Or, 9 mois jour pour jour après la nuit secrète de Prague, le 8 avril 1813, elle donne naissance à une fille. Beethoven écrit alors une lettre paniquée, affirmant qu'il doit fuir Vienne au plus vite. Les historiens se penchent également sur Anthony Brentano, qui dispose d'un alibi documentaire absolu. En effet, les registres la placent à l'hôtel de l'Étoile Bleue à Prague, le 3 juillet 1812, là même où Beethoven logeait, puis à Karlsbad le 5 juillet. Elle coche toutes les cases géographiques, et Beethoven lui a d'ailleurs dédié ses variations Diabelli. Seulement voilà, Anthony était l'épouse enceinte du meilleur ami et mécène du compositeur allemand. C'est là que ça coince, car le ton de la lettre de Beethoven appartient à une passion dévorante de longue date, et non à une amitié respectueuse qui se serait subitement embrasée. Finalement, cette lettre reste l'ultime partition inachevée de Beethoven. Que cette muse était Joséphine ou Anthony, le mystère demeure.
Morgan Nick. Elle était partie attraper des lucioles au bord d'un parking de baseball, sous le regard distrait de sa mère. En moins de 5 minutes, le temps d'un battement de cils, Morgan Nick a cessé d'exister pour le monde des vivants. Le vendredi 9 juin 1995 à Alma, une petite bourgade de 3000 âmes en Arkansas, la petite Morgan, 6 ans, assiste à un match de baseball. Vers 22h30, elle demande à sa mère la permission de s'éclipser quelques mètres plus loin pour chasser les lucioles avec 2 camarades, à la lisière d'un parking plongé dans l'obscurité. Colin accepte, tout en gardant un œil sur elle. À 22h45, les 2 amis reviennent vers les voitures. Morgan, elle, reste près du véhicule de sa mère pour vider le sable de ses chaussures. C'est à ce moment-là que l'irréparable se produit. Morgan se volatilise. Les 2 fillettes décrivent alors un homme inquiétant, s'approchant de Morgan pour lui parler. Plusieurs témoins rapportent également la présence inhabituelle d'un pick-up Ford rouge surmonté d'une cellule de camping blanche. Mais malgré le déploiement du FBI et le traitement de plus de 10 000 pistes au fil des décennies, aucun indice ne permet alors d'épingler un suspect. Il faudra attendre 2019 pour que notre dossier sorte de l'impasse. Brett Hartley, un capitaine de police à la retraite, reprend l'enquête et parvient à localiser le fameux pick-up rouge qui appartenait à un homme nommé Billy Jack Links. En octobre 2024, le verdict tombe, froid et implacable. Grâce à une technologie d'extraction d'ADN sur des cheveux sans racines, un cheveu retrouvé dans le camion de Links est formellement identifié. Il appartient soit à Colin Nix, soit à l'un de ses enfants. Malheureusement, Links est mort en prison depuis longtemps. Il avait tenté d'enlever une autre enfant à Von Buren, à seulement 13 km du terrain de baseball. C'est cet acte qui avait mené à son arrestation, puis à son incarcération. Bref, malgré les preuves accablantes qui désignent Billy Jack Links, le corps de Morgan Nick demeure introuvable. Si l'ADN a permis de résoudre le mystère de son enlèvement, les forêts de l'Arkansas gardent encore jalousement leur secret. Babes in the Woods. Le 9 octobre 1986, le quartier de Moulsecoomb à Brighton bascule dans l'effroi. Nicola Fellows et Karen Hathaway, 2 amis inséparables de 9 ans, disparaissent après l'école. Cette affaire tragique, connue sous le nom de Babes in the Woods, va hanter l'opinion publique anglaise pendant près de 30 ans. Ce jour-là, Nicolas et Karen profitent d'une fin d'après-midi douce pour jouer dehors ensemble dans leur quartier. Vers 15h30, elles s'achètent des bonbons à l'épicerie locale, puis se dirigent innocemment vers le Wild Park pour s'amuser dans les bois, sans savoir qu'elles y croiseront leur bourreau. Vers 19h, le dîner attend, mais les fillettes manquent à l'appel. 1 heure plus tard, l'angoisse devient insoutenable et la police est finalement alertée. Le lendemain, 2 adolescents participant aux recherches découvrent l'impensable. Les corps des 2 fillettes sont dissimulés dans un repère de végétation, côte à côte, positionné avec une précision sinistre. L'autopsie confirmera qu'elles ont été agressées, puis étranglées. Je sais, c'est absolument atroce, mais malheureusement, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Parmi les bénévoles s'infiltre Russell Bishop, un couvreur sans histoire de 20 ans. Il décrit spontanément aux enquêteurs la position exacte des corps, avant même que la police ne révèle le moindre détail dans la presse. L'homme devient immédiatement suspect numéro 1 et l'enquête conduit à son arrestation. Lors de son procès en 1987, l'accusation présente un sweatshirt bleu appartenant à Bishop, retrouvé abandonné sur l'itinéraire de fuite du tueur et dont les fibres ont été retrouvées sur les vêtements des jeunes victimes. Tout désigne Russell Bishop et pourtant, il est acquitté en 2 heures. Pourquoi, me diriez-vous ? Eh bien parce que sa compagne de l'époque, Jennifer Johnson, a délibérément saboté le dossier. Elle s'est rétractée à la barre et a nié que le vêtement appartenait à Bishop, semant le doute raisonnable nécessaire au juré. Bon, il y a tout de même une justice dans cette histoire, car Jennifer Johnson sera condamnée à 6 ans de prison en 2021. Mais malheureusement, ce faux témoignage aura des conséquences tragiques, dont le prix sera payé par une autre innocente. En 1990, Bishop enlève une fillette de 7 ans à Brighton, l'étrangle jusqu'à l'inconscience et l'abandonne pour morte dans un fossé. Cette fois, la victime survit et permet d'identifier son agresseur, qui écope enfin de la réclusion à perpétuité. Pendant des décennies, l'interdiction de rejuger un suspect acquitté protège Russell Bishop. Mais en 2016, la science brise définitivement ce verrou. De nouvelles techniques d'extraction d'ADN révèlent que le sweatshirt contenait des traces de peau du suspect, ainsi que le sang, la salive et les fibres de vêtements des 2 petites victimes. Enfin condamné en 2018, Bishop meurt en prison, sans jamais avoir exprimé le moindre remords. Marie-Hélène Audoin. Sur la Côte d'Azur, le strass et les paillettes du Festival de Cannes cachent parfois des abîmes que même le soleil ne peut éclairer.
C'est là, entre les palaces de Monaco et les routes sinueuses de l'arrière-pays, que s'est écrit l'un des mystères les plus persistants de France. Bienvenue dans l'énigme Marie-Hélène Audoin. Le 21 mai 1991, au lendemain de la clôture du festival, Marie-Hélène Audoin, une jeune femme de 22 ans, entame sa tournée de représentante en pharmacie. En début d'après-midi, elle laisse un dernier signe de vie à Monaco. Un mot manuscrit sur le bureau d'une pharmacie, promettant de repasser la semaine suivante. Puis la jeune femme reprend la route au volant de sa Renault Super 5 blanche, direction Briançon dans les Hautes-Alpes, et disparaît dans les méandres du temps. Ce dossier défie les lois de la probabilité et les aventuriers. Dans une région aussi fréquentée, une voiture qui quitte la chaussée finit toujours par être repérée par un randonneur, ou bien par un hélicoptère. Néanmoins, malgré les sonars dans la Durance et les survols répétés, aucun reflet métallique n'est jamais remonté des ravins. Son père, un ancien parachutiste, a même sondé les précipices en rappel entre Nice et Briançon, et le lac du Castillon a même été vidé. L'absence totale de débris après plus de 30 ans rend la thèse de l'accident improbable. On ne disparaît pas qu'une tonne d'acier sans une aide extérieure. Face à ce vide intersidéral, l'investigation a exploré les pistes les plus sombres. 8 mois après les faits, le témoignage d'une commerçante de Juan-les-Pins sème le trouble. Elle affirme avoir vu une jeune femme ressemblant trait pour trait à Marie-Hélène, accompagnée d'un homme à l'allure de proxénète. L'ombre d'un réseau opérant sous la Riviera a longtemps plané, tout comme celle de prédateurs scrutés par la cellulariane, sans qu'aucune preuve ne vienne confirmer ces scénarios cauchemardesques. De nos jours, l'étau se resserre sur la sphère privée et le grand banditisme. Le matin même de sa disparition, Marie-Hélène voulait rompre avec Steven, son compagnon. Ce dernier entretenait une liaison avec Evelyne, une figure sulfureuse de l'immobilier niçois, liée à la pègre locale. Et d'ailleurs, cette maîtresse jalouse avait ouvertement menacé de lui crever les yeux. Les enquêteurs cherchent désormais à savoir si ses connexions avec le milieu ont servi à faire disparaître définitivement la jeune femme et son véhicule. Mais le scandale réside aussi dans les lacunes initiales. Ni la cave, ni le garage du petit ami ne furent fouillés en 1991. L'ultime espoir repose désormais sur une dent de lait, précieusement conservée par Annie Audoin, la mère de la disparue. Ce fragment d'enfance a permis d'extraire un ADN pour le comparer à un crâne féminin découvert à Vence en 2012. Cependant, l'espoir suscité par le crâne s'est malheureusement brisé lorsque les analyses ont révélé qu'il ne s'agissait pas de Marie-Hélène. Bref, l'histoire de Marie-Hélène Audoin nous rappelle que sur la Côte d'Azur, le silence est parfois plus profond que les ravins des Alpes-Maritimes. Et 35 ans après les faits, l'absence de la moindre trace de sa Renault Super 5 blanche reste l'indice le plus parlant. Ceux d'une logistique que seul le crime organisé semble capable de mettre en œuvre. Lucas Tronche. Lucas Tronche. C'est le scénario type d'un Missing 411 à la française. Une disparition soudaine, un environnement familier qui se transforme en piège, et un corps retrouvé des années plus tard dans une zone pourtant ratisée des centaines de fois. Dans l'affaire Lucas Tronche, la distance entre la vie et la mort ne mesurait que 800 mètres, mais il a fallu 6 ans pour franchir ce fossé. Le 18 mars 2015, à Bagnols-sur-Cèze, le temps semble se figer lorsque Lucas Tronche, un adolescent de 15 ans, doit rejoindre son frère à la piscine. À 17h10, il verrouille la porte de la maison familiale et s'avance vers un destin que personne ne verra venir. 6 minutes plus tard, son téléphone s'éteint pour toujours, l'adolescent s'est littéralement volatilisé, mais un détail glace le sang des enquêteurs. Lucas est parti sans son sac de natation, laissant derrière lui son couteau de scout et son matériel de survie, des objets qui ne quittaient jamais. Pendant 6 ans, la France entière scrute le moindre indice. On explore tout. La piste de Nordal-le-Landais, celle d'un corbeau malveillant, ou encore celle d'une fugue impossible. Mais sous le soleil du Gard, le silence reste de plomb. Le dénouement de notre affaire survient en juin 2021, au pied d'une falaise escarpée du massif du Saint-Gervais. Là, à seulement 800 mètres de chez lui, on découvre des ossements, ses vêtements, sa montre et son téléphone. L'effroi est total. Comment Lucas a-t-il pu rester invisible pendant 6 ans, dans un périmètre survolé par des hélicoptères thermiques et fouillé par des équipes cynophiles d'élite? Si sa passion pour la géologie explique peut-être sa présence sur ces crêtes, elle n'élucide pas son changement brutal de trajectoire, ni l'oubli de ses affaires de natation. On sait aujourd'hui que Lucas a effectué des recherches au Google Earth concernant ce sentier précis peu avant de partir, suggérant une intention secrète mais délibérée. Pourtant, aucune trace de lutte ou d'intervention tierce n'a été relevée. Le dossier judiciaire s'est finalement clos sur un non-lieu en janvier 2023, concluant à une chute accidentelle. Mais cette vérité technique ne comble pas l'abîme laissé par ces 6 années de silence.
Tara Kaliko. Elle est partie faire du vélo un matin de septembre, emportée par la routine d'une vie qui ne demandait qu'à s'épanouir. Elle n'est jamais revenue, laissant derrière elle une mystérieuse photographie Polaroid qui hante encore, près de 40 ans plus tard, le désert du Nouveau-Mexique et le sommeil de ses proches. Le mardi 20 septembre 1988, à 9h30 du matin, Tara Kaliko part pédaler sur la route 47. Avant de partir, la jeune femme de 19 ans lance à sa mère Patty. « Si je ne suis pas rentrée à midi, viens me chercher !» Vous vous en doutez, elle ne rentrera jamais. À 12h05, Patty parcourt la route, mais il n'y a personne. Cette témoin rapporte ensuite avoir vu Tara sur son vélo rose ce matin-là, et tous notent une présence sinistre. Un vieux pick-up fort des années 50 ou 60, équipé d'une cellule de camping, qui la suivait d'un peu trop près. Perdue dans sa musique, Tara semblait inconsciente du danger qui la traquait. Puis sur le bitume, les enquêteurs ne trouvent que des morceaux d'un baladeur de Sony Walkman, ainsi qu'une cassette écrasée. Sa mère en est persuadée. Tara les a jetés délibérément pour laisser une trace, un cri silencieux dans la poussière du désert. C'est à ce moment précis que notre affaire connaît un rebondissement spectaculaire. 9 mois plus tard, et à 2400 km de là, une femme découvre un Polaroid sur le parking d'un supermarché, en Floride. L'image est insoutenable. Une jeune femme et un garçon de 9 ans sont ligotés et bâillonnés, à l'arrière d'un van. Patty identifie formellement sa fille, soulignant une cicatrice spécifique sur la jambe. Si Scotland Yard appuie cette identification, le FBI reste prudent et le laboratoire de Los Alamos rejette l'hypothèse. Plus récemment, en juin 2023, le bureau du shérif du comté de Valencia, au Nouveau-Mexique, annonce une percée majeure. La piste ne serait plus celle d'un prédateur de passage, mais celle d'adolescents du coin qui aurait renversé Tara accidentellement, avant de paniquer et de dissimuler son corps. Un dossier complet est transmis au procureur, mais la localisation précise des restes demeure toutefois sous scellé. Mais il y a quelque chose qui me dérange les aventuriers. D'abord, le vélo rose de Tara n'a jamais été retrouvé. Et surtout, qui était ce garçon et cette jeune femme sur ce sordide Polaroid? Raymond Moffret. À 23 ans, il est parti affronter la jungle guyanaise en solitaire. Ses carnets ont été retrouvés, témoins muets d'une lente agonie. Lui, en revanche, n'a jamais réapparu. Raymond Moffret n'est pas un novice. Résistant décoré de la Croix de guerre à 18 ans, ancien scout et reporter ayant déjà survécu à une expédition chez les Indiens Chavantes, le jeune Français se lance dans un projet insensé. Rallier à pied les monts Tumucumac, à la frontière brésilienne. C'est un voyage qu'il estime à 10 mois de marche à travers une zone blanche, une terre vierge de toute cartographie précise. Il ne s'encombre que du strict minimum. Une pirogue délabrée, des vivres chétifs, une carabine et son fidèle chien, Bobby. À la fin du mois de février 1950, un Indien émérillon découvre, au lieu d'idée Gratte-Claude, un campement figé dans le temps. Le matériel de l'explorateur est là. La carabine, l'appareil photo et, surtout, un rouleau de papier ficelé. Ce sont les carnets de route de Raymond Moffret, rédigés jour après jour depuis juin 1949. La nouvelle de sa disparition ne sera révélée au monde que le 6 juillet suivant. Le texte décrit qu'un dégoût viscéral, son geste ultime de désespoir. Affamé jusqu'au délire, il abat Bobby pour survivre. Puis le récit s'interrompt net, sur un plan désespéré. Raymond abandonne tout équipement pour plonger dans la rivière et tenter de nager jusqu'au village de Bienvenue, situé à 80 km en aval. Pourquoi laisser sa carabine pour s'offrir à une rivière peuplée de caïmans? Les experts s'accordent. Exténué à court de munitions, Raymond ne pouvait plus porter le poids de son existence. Pour espérer flotter, il devait s'alléger jusqu'à l'effacement. Son père Edgar refuse d'admettre la faim. Il quitte Toulon et s'installe en Guyane, vend les carnets de son fils pour financer une quête éperdue. Entre 1952 et 1964, Edgar dirige 12 expéditions, parcourant 12 000 km de jungle hostile. Il meurt ruiné, sans avoir découvert la moindre trace de son fils. Ouais, j'en conviens, c'est absolument déchirant. L'histoire de Raymond Moffret se referme sur un silence de près d'un siècle. Si la loi a finalement officialisé sa disparition, son véritable mémorial ne réside pas dans un acte de décès administratif, mais dans ce récit mortel d'un homme qui, en cherchant à explorer le monde, a fini par s'y perdre à jamais. Aaron Hedges. Comment un chasseur d'élite, équipé pour la survie et connaissant la montagne comme sa poche, peut-il non seulement s'égarer, mais finir par accomplir une marche physiquement impossible? C'est l'énigme absolue de l'affaire Aaron Hedges, l'une des plus sombres des Crazy Mountains, dans le Montana.
En septembre 2014, cet homme de 38 ans, décrit comme un véritable dur à cuire, part pour une expédition de chasse à l'élan avec 2 amis. Aaron est loin d'être un amateur. Il possède un GPS, une radio satellite et des vêtements techniques de haute qualité qui auraient dû le protéger de n'importe quel accident classique. Le 7 septembre, suite à un problème avec un animal de bas, Aaron décide de se séparer de ses compagnons près de Campfire Lake. Son plan est on ne peut plus simple. Prendre un raccourci vers une cage de ravitaillement, à Sweetgrass Lake. Son dernier contact radio est glaçant de banalité. Il informe ses amis qu'il a raté un embranchement et qu'il est désorienté. Il prévoit alors de passer la nuit dehors et de les rejoindre le lendemain matin. C'est ici que les premiers doutes s'installent. Car juste après ce message, une violente tempête de neige s'abat sur la région, effaçant les pistes. Et de manière surprenante, ses compagnons de chasse ne lancent pas l'alerte. Au lieu de chercher leur ami, ils choisissent de rentrer chez eux, ne signalant la disparition d'Aaron que bien plus tard. Les secours finissent par se déployer, mais les chiens de recherche s'arrêtent net après un petit ruisseau, comme si le chasseur s'était volatilisé. Les premiers indices n'apparaissent qu'une semaine plus tard. On retrouve ses bottes posées proprement sur une saillie rocheuse, dans une zone où le sol est pourtant tranchant comme du rasoir. Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises, les aventuriers. En juin 2015, son arc, son sac à dos et son permis de chasse sont découverts près de Melville, dans la direction opposée à son camp de base. Le sac est posé contre un arbre, un thermos ouvert à proximité, suggérant une pause délibérée. Pourquoi Aaron aurait-il abandonné ses seuls moyens de faire du feu et de se nourrir? Enfin, en août 2016, ses restes sont retrouvés à 24 km de son dernier point de contact, de l'autre côté d'un massif escarpé. Pour arriver là, il aurait dû franchir des crêtes à plus de 3000 mètres d'altitude, et ce, après avoir abandonné ses bottes 10 km plus tôt. L'enquête officielle conclut à une mort par hypothermie, évoquant le déshabillage paradoxal pour expliquer les bottes retirées. Certes, l'hypothermie est une hypothèse séduisante, mais n'explique pas le franchissement de sommets impraticables, pieds nus, par un homme qui connaissait chaque recoin de ce massif. Comment un homme peut-il parcourir une telle distance, sans chaussures et à travers des sommets acérés, sans laisser une seule trace ou une seule goutte de sang derrière lui? Entre le silence étrange de ses compagnons et l'incohérence de sa trajectoire, l'affaire Aaron Hedges défie toutes les lois de la survie. Et aujourd'hui encore, les Crazy Mountains gardent jalousement la seule réponse logique à ce qui ressemble, point par point, à une disparition impossible. Jared Negrete. Le 19 juillet 1991, les pentes arides du mont San Gorgonio en Californie sont devenus le théâtre d'une tragédie qui, aujourd'hui encore, reste gravée comme l'une des pages les plus sombres du scoutisme américain. Jared Negrete, un garçon de 12 ans, participait à sa toute première randonnée nocturne. Mais pour cet adolescent peu habitué aux efforts extrêmes, l'altitude et la fatigue deviennent rapidement un calvaire. À seulement 300 mètres du pic final, Jared s'essouffle et ne peut plus avancer. C'est à cet instant précis que se joue son destin. Le chef scout, dans une décision qui s'avérera fatidique, lui ordonne de s'arrêter là, seul, pour les attendre pendant que le reste du groupe termine l'ascension. Mais lorsque la troupe redescend environ 90 minutes plus tard, le silence a remplacé l'enfant. La place où Jared devait se tenir est désespérément vide. Ce qui ne devait être qu'une séparation temporaire déclenche alors l'une des recherches les plus massives de l'histoire de la région. Pendant 16 jours, des centaines de volontaires, des hélicoptères et des unités canines s'épuisent sur des versants escarpés hostiles de la montagne. Rapidement, des indices matériels sont retrouvés, parsemant le sol comme les miettes d'un conte de fées tragique. On retrouve son sac à dos, sa gourde, des emballages de bonbons et quelques morceaux de viande séchée. Mais c'est la découverte de son appareil photo jetable, abandonné dans la poussière d'une zone escarpée, qui va faire basculer l'enquête dans une dimension purement cauchemardesque. Ce détail rappelle étrangement l'affaire Chris Kremers et Liz Anfrun. Comme pour ces deux jeunes femmes égarées dans la jungle panaméenne, l'appareil photo devient ici l'unique témoin d'une détresse absolue, capturant des images nocturnes et incohérentes. En effet, la pellicule de Jared contient 12 clichés. Si les 11 premiers sont des souvenirs classiques de paysages baignés de lumière, la 12e photo s'avère être une anomalie terrifiante. Il s'agit d'un selfie de nuit, violemment éclairé par le flash, où n'émerge d'obscurité totale que les yeux et le nez du garçon. Son expression n'est pas celle d'un enfant simplement égaré, c'est un masque d'inquiétude profonde, ses yeux semblant fixés avec une intensité insoutenable, quelque chose situé juste au-delà de l'objectif. Jared cherchait-il à utiliser le flash pour percer les ténèbres, ou tentait-il de capturer l'image de ce qui le traquait dans l'ombre? Bien que la théorie d'un accident d'une chute, après une panique aveugle soit la plus probable, l'ombre d'un prédateur naturel ou d'une rencontre humaine fatale continue de hanter les esprits. Bref, malgré des décennies de recherche, Jared Negrete n'a jamais été retrouvé. Il ne reste de lui que ce dernier message fixé à jamais sur une pellicule, une question sans réponse qui continue de flotter dans les ténèbres de la montagne.
autoroute des larmes. Il existe au Canada une route que les habitants ont tragiquement baptisée l'autoroute des larmes. Depuis 1969, cette voie est devenue le théâtre de disparitions en série, un nom devenu synonyme de cauchemar. La première victime officielle, Gloria Moody, est retrouvée agressée dans les bois le 26 octobre 1969. Puis en 1994, 3 adolescentes s'évaporent en l'espace de 6 mois. Ramona Wilson, Roxanne Thiara et Alicia Germain. Cette accumulation tragique force enfin la conscience politique à se détourner de l'indifférence pour exiger une réponse institutionnelle. Mais le problème est aussi systémique que brutal. Pendant des décennies, aucun transport public ne reliait les villages autochtones isolés. Alors, pour travailler, se soigner ou simplement visiter leurs proches, ces jeunes femmes issues de communautés défavorisées n'avaient qu'une seule option, l'autostop. Alors que la Gendarmerie royale du Canada reconnaît officiellement entre 18 et 19 cas, les organisations et les familles des Premières Nations en recensent plus de 40. Ce fossé béant entre les chiffres est, en soi, une seconde violence faite aux victimes. En 2005, le projet IPANA conclut que l'autoroute des larmes n'est pas le terrain de chasse d'un tueur unique, mais un couloir de prédateurs opportunistes. 7 ans plus tard, l'ADN prélevé sur le corps de Colin McMillan est formellement lié à Bobby Jack Fowler, un criminel américain décédé en prison en 2006. Puis en 2019, Gary Taylor Handlen est condamné pour le meurtre de la petite Monica Jack, seulement âgée de 12 ans, disparue en 1978 et dont les restes ont été découverts qu'en 1995. Mais malheureusement, pour la majorité des disparus, aucun suspect n'a été inculpé. Et pour certaines, aucun reste humain n'a jamais refait surface. Elles se sont volatilisées de la surface de la Terre, sur une route que personne ne surveillait. Kenneka Jenkins. Une jeune femme de 19 ans pénètre dans un hôtel pour une soirée de festivités. 21 heures plus tard, son corps est retrouvé glacé dans les entrailles d'un congélateur. Le vendredi 8 septembre 2017, Kenneka Jenkins arrive au Crowne Plaza Chicago O'Hare avec ses amis. La fête, au 9e étage, réunit plus de 30 personnes. L'atmosphère est trouble. La chambre 926 a été louée via une carte de crédit frauduleuse liée au réseau de gangs locaux. À 2h30 du matin, ses amis la laissent un instant dans le couloir pour récupérer des effets personnels. Et à leur retour, Kenneka a disparu. À 4h, les amis alertent sa mère, Teresa Martin. 1 heure plus tard, cette dernière supplie la sécurité de l'hôtel de visionner les enregistrements, mais sans rapport de police officielle, l'hôtel reste sourd face à ces supplications. Le signalement ne sera enregistré qu'à 13h16, le lendemain après-midi. Cette décision bureaucratique, aussi absurde qu'implacable, allait sceller le destin de la jeune femme. C'est précisément ce refus catégorique d'agir dans les premières heures qui a condamné Kenneka, alors que ses chances de survie s'amenuisaient à chaque minute perdue. Quelques heures plus tard, à minuit 24, un employé découvre le corps de Kenneka dans un congélateur industriel, situé dans une cuisine du sous-sol. C'est alors que le visionnage des 47 caméras de l'établissement permet de retracer ses derniers pas. À 3h25, elle sort de l'ascenseur, titubant lourdement et incapable de garder l'équilibre. 7 minutes plus tard, elle entre seule dans la cuisine. L'autopsie conclut à une mort accidentelle par hypothermie. Outre une alcoolémie importante, les analyses révèlent la présence de topiramate, un médicament non prescrit qui, décuplé par l'alcool, plonge le sujet dans une confusion mentale totale. Mais notre mystère n'est pas résolu pour autant, les aventuriers. Comment une jeune femme désorientée a-t-elle pu franchir les portes dérobées du personnel pour atteindre ce sous-sol sans être vue? Plus étrange encore, le congélateur possédait une sécurité intérieure, permettant de l'ouvrir. Bref, malheureusement, nous ne connaîtrons sans doute jamais le fin mot de l'histoire. En décembre 2023, l'hôtel a versé 10 millions de dollars à la famille dans un accord à l'amiable, sans reconnaître aucune culpabilité pénale. Lettre de Circleville. Pendant 20 ans, une force invisible a terrorisé une bourgade de 12 000 âmes, avec des lettres anonymes d'une précision chirurgicale. Le principal suspect a été condamné, mais les missives n'ont jamais cessé de pleuvoir. Circleville, Ohio. C'est une petite bourgade rurale où, en théorie, tout le monde se connaît et rien ne se passe. Mais en mars 1977, la ville bascule dans la paranoïa. Des centaines de lettres postées depuis la ville voisine de Columbus inondent les boîtes aux lettres. L'écriture est immédiatement reconnaissable. Des capitales carrées, épaisses et géométriques, tracées avec la précision d'une armée de petits soldats.
Mais plus que la forme, c'est le fond qui glace le sang. Les lettres altèrent menaces cruelles et révélations d'une exactitude chirurgicale sur la vie privée des résidents. Le corbeau semble tout savoir, observant la ville depuis l'ombre, et personne ne semble en mesure d'échapper à sa plume. La cible privilégiée est Mary Gillespie, accusée d'une liaison avec le surintendant des écoles. Son mari, Ron, est harcelé de courriers l'incitant à agir. C'est ainsi que, le 19 août 1977, après un appel mystérieux, Ron monte dans son pick-up fou de rage et s'écrase contre un arbre qu'il connaissait pourtant parfaitement. Il meurt sur le coup. La police découvre qu'un coup de feu a été tiré depuis son arme, mais conclut un accident lié à l'alcool. Le corbeau, lui, s'empresse d'envoyer de nouvelles lettres, accusant le shérif de dissimulation. En 1983, Mary découvre un piège mortel sur son passage. Un panneau truffé d'insultes, relié par une ficelle à un pistolet calibre 22 armé. Le numéro de série de l'arme mène directement à son beau-frère, Paul Freischauer, et l'analyse graphologique semble confirmer sa culpabilité. Freischauer est alors condamné, non pas pour les courriers, mais pour cette tentative de meurtre glaçante. Malgré cela, les lettres continuent de pleuvoir sur Circleville. Elles conservent cette même graphie géométrique, ses menaces tranchantes et, surtout, des détails d'une précision inaccessible pour un homme enfermé. Et comble de l'absurde, Freischauer reçoit lui-même une missive moqueuse, au cœur de sa propre cellule. À sa libération en 1994, le silence retombe brutalement sur la ville. Simple coïncidence ou aveu tacite. Paul Freischauer est mort en 2002 en clamant son innocence, emportant avec lui les derniers secrets d'un mystère, sans empreinte ni ADN. Meurtre de Chicago au Tylenol. Fin septembre 1982, les États-Unis d'Amérique dorment sur leurs deux oreilles. Le Tylenol domine le marché et est présent dans presque chaque foyer, comme un symbole absolu de confiance domestique. Mais tout bascule le 28 septembre. Mary Kellerman avale une gélule pour un simple rhume. Elle s'effondre aussitôt et meurt. Le même jour, Adam Janus succombe à un arrêt cardiaque. Son frère Stanley et sa belle-sœur Teresa, terrassés par le chagrin, prennent des gélules du même flacon. Stanley s'écroule instantanément, tandis que Teresa sombre dans un coma, dont elle ne reviendra jamais. En quelques jours seulement, le bilan macabre grimpe à 7 morts, dans la banlieue de Chicago. Les analyses confirment alors l'impensable des aventuriers. Les gélules ont été farcies de cyanure de potassium pur. Le mode opératoire est d'une simplicité terrifiante. Le tueur n'a pas infiltré l'usine. Il a simplement déambulé dans 6 magasins, ouvert les boîtes, substitué le contenu des gélules et reposé les flacons sur les étagères. En conséquence, Johnson & Johnson rappelle 31 millions de bouteilles et cet acte criminel impose à jamais les opercules inviolables dans le monde entier. Depuis, une procession de suspects a hanté les dossiers, sans jamais faire éclater la vérité. Il y a tout d'abord James Lewis, dont la demande d'extorsion d'$1 million l'a placé au centre des soupçons. Puis on évoque Roger Arnold et son cyanure, ou encore Ted Kaczynski, finalement innocenté par les tests ADN. Et reste enfin la piste la plus glaciale, et la plus sordide. Celle d'un crime ciblé, où le meurtre d'une victime précise aurait été noyé dans une série d'empoisonnements leurres, afin de brouiller les pistes. En 2026, l'affaire demeure une plaie ouverte. L'identité de celui qui a empoisonné le rêve américain reste, encore aujourd'hui, l'une des énigmes les plus impénétrables de l'histoire criminelle. Attentat à la bombe contre Richard Singer. En Nouvelle-Zélande, le 9 juillet 1937, une détonation déchire le camp bourgeois de Grafton Road, à Auckland. Ce n'est pas un simple accident, mais une tentative d'assassinat chirurgical qui transforme le seuil d'une demeure en scène de crime. La cible est Richard Singer. Avocat pénaliste brillant, mais aussi poète et voix influente à la radio, son éloquence bohème lui a attiré autant d'admirateurs que d'ennemis redoutables. Lorsqu'il ramasse le colis déposé devant chez lui, il ignore alors qu'il tient sa propre sentence. L'explosion d'une violence inouïe. Singer est grièvement blessé à la tête, au bras et à la jambe, mais il survit par miracle. L'investigation révèle rapidement la main d'un professionnel. L'engin n'a pas été déposé par hasard. Il a été placé avec une précision glaciale sur le trajet quotidien de l'avocat. L'agresseur connaissait ses habitudes, ses horaires, et possédait un accès intime à la propriété. 3 pistes s'entremêlent alors. La soif de vengeance d'un client, le besoin désespéré d'un criminel de faire taire un homme qui détenait ses secrets les plus noirs, ou encore un mobile passionnel lié à la réputation sulfureuse de l'avocat. Dans le climat électrique de 1937, la thèse politique plane également, comme une ombre menaçante.
Et pourtant, le silence devient l'arme principale de Singer. Il refuse de collaborer, élude les questions et se mure dans une omerta impénétrable. Qu'est-ce qui pouvait bien terrifier l'avocat néo-zélandais et les aventuriers? Comme vous l'imaginez, l'enquête s'enlise. Aucun suspect n'est inculpé, aucune preuve ne tient la route. Quelques années plus tard, Richard Singer s'exile en Australie, emportant ses certitudes avec lui, jusqu'à sa mort en 1961. OVNI de Kecksburg. OVNI de Kecksburg. Le 9 décembre 1965, une immense boule de feu déchire le ciel d'Amérique du Nord. Pour les astronomes et les radars, l'affaire est entendue. Il s'agit d'un simple météore qui est allé se désintégrer au-dessus du lac Erie. Fin de l'histoire. Pourtant, à 300 km de là, dans le petit village isolé de Kecksburg, en Pennsylvanie, les habitants témoignent de l'impossible. Une masse incandescente semble effectuer un virage contrôlé dans la nuit, avant de plonger à pic dans les bois. Persuadés d'assister à un banal crash aérien, les premiers pompiers volontaires s'enfoncent dans la forêt obscure. Mais ce qu'ils découvrent au milieu des arbres brisés n'a rien de naturel. Tapis dans la brume, une cloche métallique géante, de la taille d'une petite voiture, semble irradier une sourde menace. À sa base, aucun rivet, aucune soudure, mais des symboles inconnus gravés dans le métal bronzé. L'effroi cède rapidement la place à une paranoïa d'État. En moins d'une heure, l'armée boucle le périmètre, verrouille les accès et ordonne le silence. Une scène qui, d'ailleurs, me fait fortement penser au synopsis de Dreamcatcher, le célèbre roman de Stephen King. Au cœur de la nuit, des témoins aperçoivent un camion militaire quitter les bois, transportant une masse imposante cachée sous une bâche, direction de la base ultra-secrète de Wright-Patterson. Cependant, le lendemain, le verdict des autorités tombe, froid et catégorique. L'armée américaine n'a absolument rien trouvé. Circuler, il n'y a rien à voir les aventuriers. Mais vous vous en doutez, le mensonge d'État va se fissurer. Des décennies plus tard, la NASA, poussée par la justice, tente d'éteindre l'incendie en évoquant le crash d'une sonde soviétique défectueuse. Seulement voilà, le commandement spatial américain réfute immédiatement cette thèse, car la sonde en question s'est écrasée 13 heures plus tôt, sur le territoire canadien. Alors, qu'a-t-on cherché à dissimuler avec tant de violence? Des êtres venus d'ailleurs? Bon, la piste la plus sérieuse mène au laboratoire secret de la guerre froide. Car, en effet, l'objet ressemble trait pour trait à une capsule espion américaine top secrète, la General Electric Mark II. Pour empêcher l'Union soviétique de mettre la main sur cette technologie, Washington aurait orchestré un mensonge total, quitte à laisser planer le doute sur une origine extraterrestre. De nos jours, une réplique de la cloche trône à Kecksburg. Mais sous le vernis de l'attraction touristique et de son festival, le mystère ufologique reste entier, tandis que les derniers témoins maintiennent leur version. Ce soir-là, ce n'est pas un simple morceau de ferraille humaine que les militaires ont arraché aux entrailles de la forêt. West Hall 1966. West Hall 1966. Il est temps de vous présenter l'une des affaires les plus controversées de l'histoire de l'Australie. C'est un dossier profondément dérangeant où se mêle une observation d'ovnis de masse, des centaines de témoins médusés et l'apparition de mystérieux hommes en noir. Le 6 avril 1966, vers 11h du matin, le ciel de Claytown South, dans la banlieue sud de Melbourne, devient le théâtre d'un événement inexplicable. Plus de 200 élèves et enseignants de la West Hall High School sont en récréation lorsqu'ils se figent, les yeux rivés vers le ciel. Là-haut, un objet mystérieux glisse dans un bleu totalement dégagé. L'aéronef, massif comme deux voitures, est d'un gris argenté brillant au reflet violet. Sa trajectoire défie les lois de la physique. Il alterne des vols stationnaires parfaits et des descentes fulgurantes à basse altitude. Soudain, des petits avions civils apparaissent et se mettent à tourner autour de l'intrus, comme pour tenter de l'intercepter. En réponse, l'objet déclenche une accélération phénoménale et disparaît à l'horizon, sans émettre le moindre bruit. Mais notre histoire ne s'arrête pas là, car le mystérieux engin a frôlé le sol, dans un terrain vague voisin. Joy Tai, une élève, parvient même à s'en approcher à quelques mètres, avant qu'il ne redécolle. C'est alors que la machine d'État se met en branle, avec une brutalité rare. Militaires et agents civils débarquent en force, pour confisquer les pellicules des témoins, et le matériel des journalistes. Plus troublant encore, les bandes d'enregistrement de la chaîne Channel 9, qui venaient de filmer les lieux, disparaissent à jamais des archives. Vous comprenez donc pourquoi j'ai eu tant de mal à trouver des archives visuelles pour illustrer cette histoire. Bref, à l'école, la chape de plomb tombe instantanément.
Le directeur interdit formellement de prononcer le moindre mot sur ce qui s'est passé, tandis que les hommes en costume noir menacent les enseignants de licenciement immédiat s'ils osent briser le silence. Une question me taraude. Qu'avait-on si peur de laisser s'échapper ? L'explication rationnelle mènera des décennies plus tard au projet Highball, un projet secret américano-australien de ballons stratosphériques pour surveiller les retombées nucléaires. Et de manière très étrange, les carnets de vol de cette semaine précise ont été effacés des archives déclassifiées. Une nacelle métallique freinée par un parachute aurait-elle dérivé au-dessus de l'école ? C'est fort possible. Mais 60 ans plus tard, 200 témoins attendent toujours une réponse officielle face à cette étrange expérience. Camera Heads. Le 17 juin 2009, un utilisateur anonyme poste un message sur le forum X paranormal de 4chan. Le récit relate une découverte macabre. Un sac à dos abandonné dans une zone isolée, contenant une caméra brisée, des cassettes audio, des notes éparpillées et une lettre manuscrite, portant une confession glaçante. J'ai tué un caméra-head. Le protagoniste affirme avoir mis le doigt sur un phénomène inexpliqué, une horreur à la croisée du paranormal et du complot étatique. Il raconte alors sa traque par des silhouettes humanoïdes filiformes, dont le cou ne supportait pas un visage, mais une imposante caméra de surveillance. Le message s'interrompt brutalement sur l'apparition d'une silhouette noire, de Black Entity. Puis, plus rien. Le texte, ces images et la vidéo YouTube originale sont alors pulvérisés et effacés du réseau. Pendant 11 ans, Camera Heads ne survit que dans la mémoire collective des internautes, devenant une légende urbaine du web, un lost media au statut aussi mythique que les origines du Slenderman. En 2020, un chercheur nommé Marnen005 exhume le texte original depuis une sauvegarde oubliée du site d'archivage 4chandata.org. La vidéo est également retrouvée et l'existence du post de 2009 est irréfutable. La creepypasta est bien réelle. L'enquête qui suit apporte une explication prosaïque. Il s'agissait d'une fiction d'ambiance, un exercice de style horrifique, conçu pour effrayer le forum. Pas de vaste ARG, pas de programme de surveillance occulte, comme on aurait pu l'imaginer. Cependant, une part de mystère persiste. L'identité de l'auteur n'a jamais été révélée, et personne n'a réclamé la paternité de cette œuvre. Enfin, l'origine des images illustrant la vidéo demeure nébuleuse. Yeah Baby Swan. Il existe un titre Nintendo qui a hanté les catalogues de vente par correspondance pendant 9 mois en 1989. Personne n'a jamais pu le commander, aucun joueur n'a jamais vu la cartouche et, pour beaucoup, le jeu n'a tout simplement jamais existé. Et pourtant, l'arrêté n'est pas aussi simple les aventuriers. Juin 1989, l'acheteur de la NES bat son plein. À l'époque, les joueurs dévorent les catalogues spécialisés, ces listes interminables de titres disponibles à la vente, ou bien à l'échange. C'est en numéro de juin du magazine Video Games and Computer Entertainment que l'anomalie fait son apparition. Dans le catalogue édité par la société Play It Again, tout en bas de la liste, figure un titre énigmatique au prix de 33,95 $. Yeah Baby Swan. En octobre, le jeu s'éclipse du catalogue de Play It Again pour apparaître chez son concurrent, Funko. Mais le titre a muté. Il est devenu Yabi Swan, comme une tentative désespérée de corriger une faute de frappe. Il restera présent dans le magazine jusqu'en avril 1990, avant de s'évaporer pour toujours. Aucun employé n'a pu confirmer l'existence de stock, aucun code source n'a refait surface, et aucun développeur ne s'est jamais manifesté. Évidemment, la communauté des chasseurs de Lost Media a échafaudé 3 théories. La première suggère une simple erreur de traduction. Le family trainer Rere Kionchi aurait été si mal retranscrit par un employé américain qu'il en serait devenu Yeye Bibis. La seconde évoque un piège à copyright, c'est-à-dire une tactique consistant à insérer de faux titres dans des catalogues, pour démasquer les concurrents qui copieraient servilement les listes. La troisième hypothèse reste la plus banale. Une simple faute de frappe, un caractère saisi pour calibrer une ligne, et oublié par mégarde avant l'impression. Cannibal Holocaust Piranha Scene. Il existe une scène dans Cannibal Holocaust, dont nul ne sait si elle a réellement été capturée sur pellicule, si elle a été détruite dans l'ombre, ou si elle dort encore dans quelques coffres oubliés. Depuis 45 ans, elle constitue le saint graal des collectionneurs du cinéma d'horreur. En 1979, le réalisateur italien Ruggiero Deodato s'enfonce dans la forêt amazonienne, afin de filmer un long métrage d'exploitation devenu culte, Cannibal Holocaust. Sans le savoir, il forge les codes du found footage, ces images brutes prétendument retrouvées,
qui inspireront des décennies de cinéma. À sa sortie en 1980, le film est si troublant que Deodato est arrêté en Italie et inculpé de meurtre. Convaincu que les acteurs ont été réellement tués, la justice ordonne qu'il présente ses comédiens vivants devant le juge pour recouvrer sa liberté. Pourtant, dans le scénario original de Gianfranco Clerici, une séquence manque à l'appel. La scène des piranhas. L'idée est simple, voire même carrément terrifiante. Un prisonnier ligoté à un tronc d'arbre, immergé dans des eaux infestées et dévoré vivant par les poissons. Ruggiero Deodato et son équipe ont toujours soutenu que la séquence fut tentée, puis abandonnée. Les piranhas s'avéraient impossibles à diriger et la caméra sous-marine, défaillante, aurait noyé les prises dans l'eau. Jugés inexploitables, les rushs auraient été détruits. Toutefois, des photographies du plateau persistent. On y voit un figurant entravé au tronc, plongé dans la rivière, sous l'œil attentif de l'équipe technique et du réalisateur. La scène a bel et bien été amorcée. Les machines se sont-elles réellement arrêtées, par pure fatalité technique? Ou le résultat était-il trop insoutenable pour être jamais exposé au regard du public? Pendant des décennies, le mythe d'une édition Betamax pirate, distribuée uniquement au Venezuela, et contenant cette fameuse séquence, a enflammé les forums de cinéphiles. Mais malheureusement, la pièce s'est révélée être un canular. Ruggiero Deodato s'est éteint en 2022. Si cette séquence a jamais existé, elle a brûlé avec lui, condamné à hanter les mémoires comme un écho de cette sauvagerie que le cinéma n'a jamais osé nous montrer. Nous voici arrivés au terme de cette exploration. Nous avons parcouru un spectre fascinant. Du destin tragique de Raymond Moffret dans l'Enfer Vert à la silhouette insaisissable du Dogman, en passant par les ombres du vampire de Highgate et le concept fascinant d'immortalité quantique. Nous avons navigué aux confins du rationnel, là où les certitudes vacillent et où le doute devient la seule réponse plausible. C'est maintenant à vous de prendre la parole dans les commentaires. Laquelle de ces affaires vous a le plus troublé? Si ce voyage dans l'inconnu a réveillé votre curiosité, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de booster et de partager la vidéo pour soutenir nos prochaines investigations. Voilà, nos chemins se séparent ici les aventuriers. Courage en cette période de canicule, prenez soin de votre famille et en attendant, je vous dis à très bientôt sur Terra Nova pour une nouvelle aventure.